Le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir, 11 morts, 98 blessés, dont 34 Français. C'est le tout dernier bilan de l'attaque d'un bateau grec par un commando terroriste. Ce soir, l'attentat n'a toujours pas été revendiqué. Au-delà des images et des témoignages que vous allez voir, beaucoup dénoncent le laxisme du gouvernement grec à l'égard des terroristes. Dans quelques instants, reportage, commentaires avec nos envoyés spéciaux. Avant cela, voici les autres titres du journal. Le fantôme du déficit hante à nouveau les comptes de la sécurité sociale. Les chiffres prévisionnels présentés ce matin annoncent 11 milliards de déficit en 88 et plus de 32 milliards en 89. François Mitterrand à Luxeuil, le chef de l'État assiste à une démonstration du Mirage 2000N, porteur d'un missile air-sol, et répond aux propositions de Mikhaïl Gorbatchev sur le désarmement. Explosion d'un camion-citerne dans le Var, bilan un mort, un blessé grave. Au-delà d'une catastrophe évitée de justesse, nous reviendrons sur les conditions de sécurité des transports dangereux. Tour de France, 10e étape, nouvelle victoire du néerlandais Arie van Poppel. Le Canadien Steve Bauer conserve le maillot jaune de leader du Tour de France. La Grèce en état de choc après l'attaque d'un bateau de croisière hier soir en mer Égée à quelques milles au sud d'Athènes. Tout est allé très vite. Un commando de 3 hommes a ouvert le feu sur les touristes qui étaient sur le pont du bateau. Les terroristes étaient armés de pistolets mitrailleurs et de grenades. Bilan 11 morts, 98 blessés dont 34 Français. Les images que vous allez voir ont été filmées par un touriste, un amateur, quelques minutes seulement après l'attentat. Hervé Brusini. Il faut s'enfuir, quitter par tous les moyens ce navire en flammes, ce bateau où l'on vient d'être mitraillé. Mais les équipements de secours sont rouillés, les gilets de sauvetage rares. À présent, c'est la panique. Une seule issue, sauter à l'eau. Ils sont français, espagnols, brésiliens, koweïtiens, américains, belges, suédois ou britanniques. Tout près de la cheminée, une grenade a été lancée. Des débris de métal incandescent ont blessé plusieurs passagers. Au poste supérieur, le capitaine en second n'a eu que le temps de lancer un SOS avant d'être abattu. Ils étaient 3 dans le commando, vraisemblablement 2 hommes et une femme, embarqués pour cette croisière d'un jour, la visite des îles Saroniques. C'est à la hauteur d'Égine vers 17 h qu'ils ont déclenché l'opération. Une vedette rapide avec à son bord un autre groupe complice leur a permis de disparaître. Elle n'est restée que quelques minutes le long du ferry. Le City of Poros est maintenant encadré par les forces de la marine grecque. Peu à peu, les enquêteurs reconstituent les phases de l'attaque. Ici, quelques 150 Français croyaient prendre en toute quiétude un bain de soleil. Ici, un homme a vidé par 3 fois les chargeurs de son pistolet mitrailleur. Ici, les grenades ont tout dévasté. 11 morts, 98 blessés. Le City of Poros a subi un véritable assaut. Voilà, je vous donne aussi cette information qui vient de me parvenir à l'instant même de source AFP. Si l'on en croit le département d'État américain qui est, semble-t-il, très informé sur cette affaire, 5 Français auraient trouvé la mort sur le bateau grec. Je reviendrai sur cette information si elle est confirmée dans quelques instants. Autre précision importante, depuis hier soir, les contrôles ont été renforcés aux frontières. Les postes frontières disposent de photos représentant des personnes, 2 hommes et une femme. Les services de sécurité sont formels. Les photos ont été prises à bord du bateau juste avant l'attaque des terroristes. Ces personnes seraient donc les auteurs présumés de l'attentat. Nous y reviendrons dans quelques instants. En attendant, plus de 24 heures après, l'attentat n'a toujours pas été revendiqué. Pour mieux comprendre l'angoisse des passagers et surtout la panique qui s'est emparée de la plupart des touristes, je vous propose d'écouter quelques témoignages recueillis à Athènes par notre envoyé spécial, Bernard Benyamin. La première piste de la police grecque se trouve ici, dans le port du Pirée, non loin du quai où devait accoster le City of Poros. Hier après-midi, une explosion secouait le quartier, celle d'une voiture de location bourrée d'armes et d'explosifs, à bord de laquelle se trouvaient 2 hommes, dont un Libanais. Pour les autorités grecques, il ne fait aucun doute que ces hommes attendaient le commando du City of Poros. Ils devaient prendre en charge les terroristes
et les soustraire à toute recherche. À quelques centaines de mètres d'ici, l'hôpital Tsagno, où 23 Français victimes de l'attaque ont été hospitalisés dès hier soir. Ils sont tous encore choqués, blessés par balles ou brûlés, ne parvenant pas encore à comprendre ce qui leur est arrivé. Tout à coup, nous avons entendu des balles successives et nous avons vu surgir un jeune homme avec une mitraillette et tout le monde criait « Couchez-vous, couchez-vous ». Nous nous sommes cachés derrière les chaises. Ma petite fille a été sauvée et moi j'ai une balle qui a ricoché. Mon mari a 2 balles dans la jambe. À côté de moi, il y avait des personnes mortes ou sauvées, je ne sais pas. Beaucoup de sang partout. Ça a duré combien de temps? Bon, ça a duré 10 bonnes minutes. 10 minutes. Ça n'en finissait pas. Qu'est-ce que vous avez fait au moment où ça a commencé, où tout a commencé, lorsque Tout le vous monde avez entendu courait. ces balles? Tout le monde courait dans tous les sens. Et nous avons cherché à nous dissimuler sous les chaises en plastique. J'ai reçu des éclats dans la tête et bon, j'étais pas très bien. J'avais plein d'amis, c'est pareil, autour de moi qui n'étaient pas très bien. Et on n'a pas eu de gilet de sauvetage non plus. Mais tous les gens nous ont aidés. Ils nous ont portés jusqu'à une chaloupe de sauvetage. Qu'est-ce que vous avez là maintenant au bras? Surtout aux jambes, j'ai des éclats. Au bras, c'est pareil. Des éclats jusqu'à l'épaule. Les jambes aussi. Et puis les doigts, je sais pas. J'arrive pas à m'en servir. Au-delà des questions et de la douleur des victimes, il reste le problème posé par Athènes, véritable plaque tournante de toutes les organisations terroristes, agents secrets liés à la situation du Proche-Orient et du Golfe. Jusqu'à présent, la capitale grecque avait été un terrain de choix pour tous ces règlements de compte, mais jamais les intérêts grecs n'avaient été touchés par cette guerre de l'ombre. Depuis hier, cela n'est plus vrai. Le consensus sur lequel semblait s'appuyer le gouvernement grec n'existe plus. Oui, Bernard Benjamin l'évoquait à l'instant même, au-delà des réactions, forcé de constater que cet attentat ternit une fois de plus l'image de la Grèce. Coincée entre le Moyen-Orient et l'Europe, la Grèce a souvent été soupçonnée de laxisme à l'égard des terroristes. Certains lui ont même reproché assez ouvertement ses amitiés tous azimuts avec la Syrie et surtout avec la Libye. Commentaire de Corinne Pertuis. Le photographe professionnel qui était à bord du City of Poros a bien fait son travail. Il a bien photographié tous les touristes. Elle est marocaine, il est libanais. Selon la police grecque, il ferait partie du commando. Indice capital qui permettra peut-être aux enquêteurs d'identifier les assaillants ou tout au moins de déterminer à quel groupe ils appartiennent. Pour l'instant, l'attentat n'a pas été revendiqué et la police grecque est souvent confrontée aux actes terroristes. C'est désormais à Athènes que les organisations terroristes proche-orientales ont leur bureau politique. La situation géographique de la Grèce entre Moyen-Orient et Europe en fait un lieu stratégique pour les poseurs de bombes. Les premiers visés sont les Américains. Le mois dernier, William Nordin, l'attaché militaire et naval, est tué dans l'explosion de sa voiture. Mais la Grèce est aussi devenue le lieu de règlement de compte entre terroristes. Le 28 avril de cette année, Agop Akopian est abattu en pleine rue d'Athènes. Il était le fondateur de l'armée secrète arménienne. Devant cette situation incontrôlable, le gouvernement grec a exprimé son inquiétude. Les mesures de sécurité prises en Grèce depuis beaucoup d'années en ce qui concerne le combat contre le terrorisme ont été et sont et vont rester des mesures, je pourrais dire, très très sévères. Je pourrais même les nommer draconiennes. Nous avons fait et nous faisons tout ce qui est immédiatement possible pour combattre ce nouveau fléau de la vie internationale. Ce soir, les pistes sont nombreuses. On pense bien sûr à une vengeance après la catastrophe de l'Airbus iranien. Mais une thèse revient plus souvent que les autres. L'objectif du commando aurait été de contraindre la Grèce à ne pas extrader vers les États-Unis un Palestinien soupçonné d'actions terroristes contre 2 avions américains. Voilà, je vous rappelle que 177 touristes français se trouvaient à bord du bateau grec. Hier soir, 34 ont été blessés. Je vous rappelle aussi l'information que je vous donnais tout à l'heure. Le département d'État américain vient d'annoncer ce soir, mais l'information n'a pas été confirmée, que 5 touristes français auraient trouvé la mort hier soir dans la catastrophe. Dès hier soir, UAP Assistance, qui assurait les passagers français du groupe Fram, était intervenu pour précipiter leur rapatriement. Certains regagneront Paris dès ce soir, si ce n'est déjà fait. Si vous souhaitez obtenir des renseignements plus précis, je vous signale qu'UAP Assistance a mis à votre disposition un certain nombre de téléphones que voici. En Grèce, le 19 301
36 05 787 et le 36 05 810. D'autres numéros de téléphone que vous allez voir comme moi à Paris, le 42 74 22 21, 42 74 22 21. Le ministère des Affaires étrangères également, le 40 66 70 14 ou encore le 40 66 71 39. Nous essaierons de vous rappeler ces numéros de téléphone ou sinon n'hésitez pas à nous téléphoner, nous nous ferons un plaisir de vous les donner. On reparle du déficit de la sécurité sociale. La commission des comptes, qui planchait sur les chiffres ce matin, a confirmé le quasi-équilibre de 1987. Mais pour la suite, il faut s'attendre malheureusement à une rechute plutôt brutale. Le régime général accusera un déficit de 11 milliards de francs en 1988 et un peu plus de 32 milliards en 1989. La principale cause du déficit, c'est la caisse d'assurance vieillesse. Ses comptes sont dans le rouge depuis quelques années. Il faut dire que le nombre des retraités croît plus vite que celui des actifs. Françoise Joly. Si la fête n'a pas d'âge, ces personnes âgées dansent sur un véritable volcan. En 1988, la caisse d'assurance vieillesse affichera un solde négatif de 17,6 milliards de francs. Pire, l'an prochain, on prévoit un trou de 34,4 milliards, toujours pour la seule assurance vieillesse. Un déficit multiplié par 3 entre 1987 et 89. Il s'explique tout simplement parce que l'on vit de plus en plus vieux, mais aussi parce que les retraites sont plus élevées qu'auparavant, compte tenu de l'augmentation généralisée des revenus. Enfin, la revalorisation des pensions accentuerait le phénomène. Pour faire face à cette situation, le gouvernement envisage toutes les solutions. Il est évident que nous ne pourrons pas assurer le financement des retraites sans envisager des prélèvements supplémentaires. Mais est-ce que ça veut dire que fondamentalement, l'âge des retraites, par exemple, est en question? C'est une hypothèse sur laquelle je souhaite avoir le point de vue des partenaires sociaux. Je vous répète, je n'exclus a priori aucune hypothèse. L'essentiel est de maintenir le système d'assurance vieillesse qui est aujourd'hui un système de répartition. Le gouvernement y est très attaché. C'est à la rentrée, après l'avis du Conseil économique et social, que le gouvernement pourrait prendre des mesures concernant l'ensemble du dossier de la sécurité sociale. Les revenus des Français décortiqués, analysés sur une période de 4 ans, c'est le thème d'un rapport concocté par le CERC, qui est le Centre des revenus et des coûts. Le rapport que vous allez découvrir en avant-première sur Antenne 2 est une photographie de ce que gagnent les Français. Le constat, je vous le dis tout de suite, est simple. Il y a disparité entre les salaires. D'un côté, les salariés, dont le pouvoir d'achat n'a que très faiblement progressé. De l'autre, les professions libérales, certaines professions libérales, certains artisans, des commerçants, dont la progression est, semble-t-il, plus substantielle. Chiffres et analyses avec Jean-Pierre Métivet. Les plus belles augmentations de revenus, ne cherchez pas, c'est ici, au coin de la rue. Les cafés, les restaurateurs, les hôteliers et même les coiffeurs décrochent le ruban bleu. De 1984 à 1987, leurs bénéfices augmentent de 6 à 10% l'an. Mieux, l'an dernier, l'année de la libération des prix, le score atteint même plus 15% par an. Les prix que je pratique sont des prix modérés, très modérés. Je m'aperçois que si j'augmente trop mes prix, je n'ai pas de clientèle. Donc je me mets sur des prix bas, mais je suis d'accord, je reconnais que dans mes collègues, il y en a qui exagèrent. Mais n'allez pas croire que tous les commerçants font de même. Le revenu des autres artisans, commerçants et même des professions de la santé n'augmente que de 1 à 3% l'an. Et puis, il y a les autres, la foule anonyme des salariés. Globalement, son pouvoir d'achat est en stagnation depuis 1984. Avec de grosses différences pourtant, le pouvoir d'achat des salariés du privé a progressé de 0,5% l'an, celui des fonctionnaires a baissé de 0,9% par an. Les difficultés du dialogue social, c'est l'actualité. Hier, après avoir rencontré leur ministre de tutelle, les syndicats de fonctionnaires ont affiché ouvertement leur déception. Je vous rappelle que Michel Durafour a annoncé hier qu'il n'y aurait pas, dans l'immédiat tout au moins, d'acompte salarial pour les fonctionnaires. Alors aujourd'hui, baptême du feu pour Jean-Pierre Soisson, le tout nouveau ministre du Travail, a commencé ses consultations avec les partenaires sociaux. Il a rencontré tour à tour la CGC, FO et la CFDT. On a évidemment reparlé des salaires. André Bergeron, le leader de Force ouvrière, a estimé que les salariés, dans leur ensemble, devaient profiter de la bonne santé des entreprises françaises. Alors Philippe Sassier, déficit de la sécurité sociale, on l'a vu, pour au moins 2 ans, et ça va malheureusement s'empirant. Évolution des revenus, dialogue difficile, on l'a vu également entre le gouvernement et les syndicats. Présentation demain du projet de loi sur l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes. On a l'impression que le gouvernement va devoir faire fi ça dans les jours qui viennent. Allez vite. Ouais. En tout cas, ce que l'on peut dire, Henri, c'est que le gouvernement Rocard a entre les mains
4 des dossiers qui vont bientôt dominer l'actualité. Avec le déficit des retraites, il est confronté, comme le seront tous ses successeurs, au vieillissement de la population française et il lui faudra beaucoup d'imagination pour échapper à l'alternative, hausse des cotisations des actifs ou baisse des prestations des retraités. Avec les salaires, le gouvernement est confronté à la rigueur. Les revenus, on vient de le voir, ont évolué de façon très différente et les salariés, c'est vrai, ont reçu la plus petite part du gâteau. Mais les entreprises qui retrouvent enfin leur situation financière de 1973 augmentent actuellement et fortement leurs investissements. Peut-on changer de cap ? Avec les syndicats, il est confronté au dialogue social. En 1981, les ministres socialistes étaient arrivés avec une hotte de Père Noël. En 1988, celle-ci s'est transformée en ceinture de l'austérité. Comment adapter celle-ci aux revendications syndicales? Enfin, avec l'impôt sur la fortune, le gouvernement Rocard sera confronté à un test politique. Durcir son projet pour satisfaire les communistes ou bien l'adoucir pour amadouer les centristes. Michel Rocard dispose de quelques semaines pour préparer des choix qui détermineront le climat politique et social de la rentrée. Merci Philippe. François Mitterrand sur la base de Luxeuil, en Haute-Saône. Le chef de l'État assistait cet après-midi à la présentation du Mirage 2000N. Le Mirage 2000 est l'un des éléments essentiels de la force stratégique française. François Mitterrand en a profité pour évoquer la politique de la défense en Europe et pour répondre aux questions, et plutôt aux propositions, de Mikhaïl Gorbatchev. On est en visite officielle pour François Mitterrand dans les forces armées depuis sa réélection le 8 mai dernier. Une visite qui ne doit rien au hasard, la prise d'alerte des Mirage 2000 porteurs du missile nucléaire tactique ASMP. Une manière pour le président de rappeler que la dissuasion c'est lui et que si la France n'entend pas augmenter le nombre de ses têtes nucléaires, elle continue quand même la modernisation de ses forces de dissuasion. Une occasion également pour François Mitterrand de faire le point sur sa politique de défense et de répondre indirectement aux dernières propositions de Mikhaïl Gorbatchev sur le désarmement. L'écho que j'ai entendu est intéressant, mais il suppose un certain nombre de conditions politiques sur lesquelles j'aurai l'occasion plus tard de m'exprimer et que je résumerai ainsi. On demande en somme qu'il y ait une sorte de découplage entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, entre les deux parts du continent qui bordent l'Atlantique, d'une part, et d'autre part, les termes employés nécessitent examen pour qu'on sache bien de quoi on parle. Le président a aussi rendu hommage au personnel des armées tout en réaffirmant qu'aujourd'hui, les efforts budgétaires devaient aller en priorité à l'éducation. Voilà, à présent, arrêtons-nous quelques instants sur le missile air-sol qui est fixé sous le ventre du Mirage 2000. Vous l'avez vu à l'instant. Ce missile de croisière qui n'a pas d'équivalent au monde pour l'instant peut être largué à 300 km de sa cible. Laurent Boussier. C'est pour remplacer progressivement les Mirage 3E et les Jaguars, porteurs de l'arme nucléaire AN-52, qui depuis 1973 équipent les forces aériennes tactiques, que sont mises en service ces Mirage 2000N, équipés de ces missiles nucléaires ASMP, entendez missiles air-sol moyenne portée. Plus précis, plus puissant, plus souple d'emploi, ils présentent surtout l'avantage de pouvoir être tirés à 100 ou 200 km de leur objectif, c'est-à-dire hors de portée des défenses de l'adversaire. Une fois le tir effectué, l'avion peut faire demi-tour, le missile poursuit sa route à haute ou à basse altitude, suivant un cheminement programmé. Arme pré-stratégique, arme d'ultime avertissement, si l'ordre en était donné par le président de la République, un ou plusieurs de ces Mirages décolleraient en moins d'une minute, quelles que soient les conditions météo. Mirage 2000 plus ASMP, c'est une arme nouvelle dans la panoplie de dissuasion française, mais ça n'est pas une arme de plus. Les Mirage 2000 que vous venez d'apercevoir sans leurs missiles survoleront les Champs-Élysées le 14 juillet prochain sur Antenne 2. Les télégrammes d'actualité avec Serge Misseret. Ensuite, nous appellerons Paul Nahon à Washington, quelques jours avant la convention démocrate d'Atlanta. Champagne-Ardenne, c'est le RPR Jean Kaltenbach qui a été élu ce matin président du conseil régional au premier tour de scrutin. Il a obtenu 28 voix sur 47 contre 15 voix à son adversaire socialiste Jean-Claude Fontaliran. Le Front National a voté en bloc pour M. Kaltenbach. 15 membres présumés de l'ETA viennent d'être arrêtés par la police espagnole dans la province de Guipúzcoa. 100 kilos d'explosifs, des pistolets, 12 tubes lance-grenades, des fausses plaques d'immatriculation ont été saisies. Selon les policiers, les personnes arrêtées projetaient des attentats à la bombe contre les autorités locales.
Rien ne va plus entre les USA et le Nicaragua après l'expulsion de l'ambassadeur des États-Unis et de 7 diplomates américains. Raison invoquée, ingérence dans les affaires intérieures de Managua. C'est un outrage absolu, déclare George Shultz, le secrétaire d'État américain qui annonce des mesures de rétorsion sans dire lesquelles. Pologne accueille chaleureux de Mikhail Gorbatchev accompagné de son épouse Raïssa dans les localités de Poronin et Dunajec. Le premier soviétique a annoncé le développement des relations aériennes et ferroviaires entre les deux pays, mais il est resté réservé sur la reconnaissance des massacres d'officiers polonais à Katyn par l'URSS pendant la Deuxième Guerre mondiale. Afrique du Sud, le gouvernement de Pretoria vient de décider la suspension sine die de la peine de mort prononcée contre les 6 de Sharpeville. Les 6 Noirs, dont une femme, étaient accusés d'avoir participé au lynchage d'un conseiller municipal noir de Sharpeville. Ils devaient être pendus le 19 juillet prochain. Du jamais vu aux États-Unis à la veille de la convention démocrate qui s'ouvre lundi à Atlanta, Michael Dukakis, celui qui sera plébiscité, n'en doutons pas, par les délégués démocrates, a fait savoir officiellement le nom de son colistier. Contre toute attente, Dukakis a choisi le sénateur Lloyd Bentsen. Bentsen est un homme d'affaires de 67 ans, un milliardaire, qui est aussi et surtout un vieux routier de la politique américaine bien sûr. Paul Naon. Après un long suspense, Mike Dukakis vient de désigner son vice-président, ici à sa gauche. C'est un sénateur du sud du Texas, Lloyd Bentsen, c'est l'aile droite du Parti démocrate. Il connaît Washington, il a de l'expérience en politique étrangère et Mike Dukakis l'a choisi pour gagner dans le sud du pays. En tout cas, ce choix fera un grand déçu, Jesse Jackson, qui a remporté après Mike Dukakis le plus grand nombre de suffrages dans ces primaires américaines. La convention démocrate d'Atlanta qui commence lundi promet donc d'être animée. Le pasteur noir et ses troupes sont bien décidés à faire entendre leur voix. Dans les sondages, Mike Dukakis l'emporte toujours sur le vice-président George Bush et le gouverneur du Massachusetts sait qu'il aurait eu beaucoup moins de chance en prenant Jesse Jackson sur son ticket. On a frôlé la catastrophe hier soir à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var. Un camion-citerne dont les freins ont probablement lâché a explosé à l'entrée de la ville. Bilan, un mort, un blessé grave. Au-delà de cet accident, le problème de la sécurité est une nouvelle fois posé. Faut-il interdire les centres-villes aux camions? Les normes de sécurité sont-elles suffisantes? Nous allons tenter de répondre ce soir en compagnie de Philippe Dumez. Un camion désintégré en bas d'une côte près de Saint-Cyr-sur-Mer, c'est tout ce qui reste après que les citernes contenant 30 000 litres d'essence aient explosé. Cet accident qui a tué le chauffeur et grièvement blessé son passager est peut-être dû à une rupture du système de freinage. Un accident qui aurait pu être dramatique. Il survient 10 ans après celui de Los Alfaques où, en Espagne, l'explosion d'un camion dans un camping avait fait 210 morts. En France, la réglementation routière pour les transports de matières dangereuses est assez draconienne. La plupart des produits chimiques, par exemple, ne peuvent rentrer dans les villes, mais ce n'est pas le cas pour l'essence et le fioul. En ce qui concerne les hydrocarbures, comme ils doivent faire l'objet de livraison ou bien aux stations-service ou bien aux chaufferies individuelles ou collectives, la pénétration des véhicules dans les agglomérations est inévitable. Et il n'est pas question non plus de transférer ce genre de trafic au fer, puisqu'il y a des transports terminaux. Donc nous avons un problème encore difficile à régler pour les hydrocarbures. Pour transporter des matières dangereuses, les chauffeurs subissent des examens et des contrôles de connaissances tous les 4 ans. Les camions sont vérifiés chaque année, en particulier les freins et l'étanchéité des citernes. Mais cela n'est pas toujours suffisant. Il y a le transporteur qui, lui, pour avoir une clientèle, est obligé d'enfreindre donc la réglementation et de la faire enfreindre par son chauffeur, et qui, lui, ne respecte pas les temps de conduite, les temps de pause et les temps de repos, ainsi que la vitesse, des fois. Et c'est souvent le pépin. La concurrence européenne, qui est déjà sévère pour les transporteurs routiers, ne risque pas d'améliorer les choses. Le sport et la 10e étape du Tour de France entre Belfort et Besançon. Nouvelle victoire du sprinter néerlandais Van Poppel, un nom auquel il va falloir s'habituer. Le Canadien Steve Bauer conserve son maillot jaune de leader. Le résumé d'une étape de transition avec Alain Aymar. Une étape de transition, c'est souvent un duel entre les rouleurs et les sprinters. Patrice Esnault, lui, c'est un rouleur. Il vient de lâcher ses compagnons d'échappée, Lavenne, Girotto et Sergent. Van Poppel, c'est un sprinter. Ces hommes mènent la chasse en tête du peloton. Esnault a trop d'avance, il peut être dangereux.
Un duel qui tourne une première fois à l'avantage du sprinter puisque Patrice Esnault est rejoint à 15 km de l'arrivée. Et un duel qui tourne une seconde fois à l'avantage de Van Poppel qui règle tout le monde au sprint. Deuxième, Bontempi et troisième, Plancart. Au classement général, pas de changement. Bauer a toujours le maillot jaune sur les épaules. Et demain, Jean, les choses sérieuses, très sérieuses, commencent dans les Alpes. Et oui, la montagne, le début avec Besançon-Morzine, un col de première catégorie et un de deuxième catégorie. Mais je dirais que ce n'est qu'un échauffement avant la grande étape de l'Alpe d'Huez du 14 juillet. Et le journal de 20h sera en direct de l'Alpe d'Huez jeudi soir, hein, il faut déjà le dire aux téléspectateurs. Le football, Coupe d'Europe, on n'est pas gâtés. Hein. Les clubs français ne sont pas gâtés. Hein. Non, en résumé, je crois qu'il faut dire que c'est mauvais pour Montpellier, Metz et Bordeaux. En revanche, c'est facile pour Monaco. Monaco, le champion de France. Monaco qui rencontrera au premier tour le modeste club islandais de Valur. Monaco jouera son premier match en Islande le 4 octobre, match retour le 6 septembre. En Coupe des Coupes, Metz tombera sur Anderlecht. Le club belge est présent depuis 25 ans dans la compétition, c'est donc un gros morceau. En Coupe de l'UEFA, Bordeaux-Dniepopetrovsk, revanche du quart de finale de 84-85, si difficile pour les Bordelais. Enfin Montpellier pour son baptême européen et Coupe de Benfica, finaliste cette saison. Match aller dans ces cas-là le 7 septembre et retour le 5 octobre. Ça va faire mal, hein. Tout à fait. Un mot d'automobile pour dire que ça y est, c'est parti, Paris-Pékin, on l'attendait depuis pas mal de temps. Hein. Oui, vous savez que maintenant on l'appelle la croisière jaune. C'est en hommage à André Citroën qui lui l'avait appelé la croisière jaune. Alors la croisière jaune, pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne faut avoir qu'entre 18 et 30 ans maximum, posséder la voiture de Monsieur Tout-le-Monde avec quelques autocollants en plus pour pouvoir parcourir les 17 000 km en 45 jours et 35 étapes. Arrivée donc prévue, vous l'avez compris, le 2 septembre prochain à Pékin. Pas vraiment une course, mais plutôt un raid, une aventure et un voyage qui coûte tout de même cher, puisque seuls 25 équipages ont pu se le payer. Merci Jean. Après le sport, le Tour de France des festivals. Ce soir, direction Aix-en-Provence, avec en ouverture la Clémence de Titus, l'opéra de Mozart. En vedette, une jeune cantatrice hollandaise, Charlotte Margionneau. La mise en scène est signée Michael Kakoyanis. Reportage de Jean-Claude Darigo. Coup d'envoi du Festival d'Aix 1988, le divin Mozart, servi cette fois par un homme de théâtre et de cinéma confirmé, devenu metteur en scène mozartien, Michael Kakoyanis. Je cherchais la vérité psychologique qu'il y a dans cet opéra, que je trouve extraordinaire au point de vue émotion, personnage. À mon avis, c'est une opéra d'amour et toutes les émotions, la haine, l'amour, l'ambition, et ça donne la possibilité aux gens de chanter et jouer en même temps. Et je crois que c'est ça qui fait passer cet opéra, qui était sous-estimé pendant très longtemps. Peut-être grâce à cette création brillante, la Clémence de Titus version Aix 1988 est-elle devenue à son tour un titre magique que l'on voudra revoir et entendre après La Flûte enchantée, Don Giovanni, Les Noces de Figaro, sur toutes les scènes lyriques du monde. À Aix, les applaudissements ont dit « Paris gagné ». La Clémence de Titus à Aix-en-Provence, les 13, 18, 23 et 30 juillet prochains. Fin de ce journal, dans quelques instants, Laurent Cabrol, dans les nuages, oui, il y a une baisse des températures. Prochain rendez-vous d'information, 23h25, le dernier journal sera présenté par Hervé Claude. Demain, 6h45, Télématin, avec Roger Zabel et son équipe. 13h, vous retrouverez Patricia Charnelet et William Lémergie pour l'édition de la mi-journée. Bonsoir, merci de votre fidélité et à demain, 20h.